7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors que le conflit israélien et palestinien continue, une question se pose: comment y mettre fin? Il sévit depuis maintenant 6 mois et ses répercussions à l'international sont grandes. L'escalade se propage comme au Liban voisin. Les négociations de cessez-le-feu échouent. Peut-on vraiment en finir avec ce conflit vieux de 75 ans? Une solution à 2 États est-elle crédible? Pour en parler, nous recevons François Costantini, géopolitologue, auteur d'un ouvrage sur le Liban, histoire et destin d'une exception en 2017. Bonjour François Costantini. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous allons parler donc de cette question israélo-palestinienne. Aux origines du conflit se trouve cette solution à 2 États. Elle est évoquée très tôt, même avant la création de l'État d'Israël. Et pourtant, malgré de nombreuses tentatives, elle ne cesse d'échouer. Les dirigeants palestiniens continuent de demander l'obtention d'une reconnaissance internationale de leur nature étatique. Et mardi 2 avril, la Palestine relançait sa demande d'adhésion à l'ONU. De quoi s'agit-il, François Costantini? Alors, la solution à 2 États existe. On peut concevoir que dans la résolution de l'Assemblée générale de plan de partage de 1947, il y avait une solution en effet à 2 États, ce qu'on appelait la Palestine mandataire, à la suite du mandat qui avait été confié aux Britanniques en 1922 par la conférence de San Remo dans le cadre de la Société des Nations. On avait parlé d'un État juif et d'un État arabe, tout simplement, qui devaient se partager en zones respectives la Palestine mandataire, avec un statut international pour Jérusalem qui aurait été placé sous le contrôle direct de l'ONU, et que ces 2 États, d'ailleurs, la chose est un petit peu plus compliquée qu'une solution à 2 États, parce que il était prévu que ces 2 États se fédèrent. Alors, peut-être qu'en effet, au plan international, ils auraient été peut-être une seule entité. On peut penser par exemple au modèle de la Bosnie-Herzégovine, qui est un peu marqué sur le fait de deux entités aujourd'hui. Le problème essentiel de cette solution à 2 États, c'est que c'est par exemple aujourd'hui la doctrine diplomatique officielle de la France, c'est celle de l'Union européenne, celle de la Russie, de la Chine. Les États-Unis n'y sont pas totalement venus, mais c'est que les 2 intéressés, c'était Israéliens et Palestiniens, n'ont jamais véritablement, eux, adhéré à la théorie des 2 États, puisque le seul accord qu'il y a eu entre eux, c'est-à-dire les accords d'Oslo de 1993, scellés quelques jours plus tard à Washington, prévoit de la part des Israéliens la reconnaissance de l'OLP en tant que représentante légitime du peuple palestinien, et que les Palestiniens, eux, prévoient le droit d'Israël à exister, en ne situant aucun cadre territorial, aucune frontière définie, et aucun principe, en effet, d'États respectifs mutuellement reconnus. Voilà. En fait, si vous voulez, cette solution à 2 États, c'est en quelque sorte ce que j'appelle une bonne conscience de la diplomatie internationale. D'accord. Donc on a l'impression que ça reste utopique. Et alors le regard des belligérants, vous l'avez dit, a quand même bien changé au fil des années, au fil du conflit et de leurs intérêts. On a l'impression que le problème est principalement celui des frontières pour cette solution à 2 États qui n'aboutit pas. Bien sûr, puisque, en effet, Israël parle du droit de l'OLP, mais il ne parle pas dans quel cadre, et les Palestiniens parlent du droit d'Israël, mais ils ne parlent pas dans quel cadre. Alors, on pourrait parler, remettre en avant la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies de décembre 1967, quelques mois après la guerre du 6 jours. D'ailleurs, on peut noter au passage que cette rédaction, qui n'est pas la même en anglais et en français, est plus ambiguë en anglais que en français, ce qui montre quand même la justesse, on peut quand même le dire sur Radio Courtoisie, de la langue française, puisqu'on parle au plan, dans la rédaction anglaise, Occupied Territories, et dans la rédaction française, des territoires occupés. Donc, en fait, cette résolution, elle prévoit, en fait, l'élaboration d'un État palestinien dans les États qui ont été occupés dans les parties occupées postérieurement en 1967, c'est-à-dire la bande de Gaza et la Cisjordanie. C'est ainsi qu'on peut interpréter la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est, à mon sens, au plan international, la valorisation de la notion des États la plus aboutie, et aujourd'hui qui en forme la référence la plus ultime. Alors le drame et le tort peut-être des Palestiniens est sans doute d'avoir refusé la première fois dès 47-48 en fait la reconnaissance d'un État juif de toute façon en Palestine, en Terre Sainte en tout cas, et donc d'avoir aujourd'hui perdu ses frontières et donc impossibilité de revenir à 67. L'État hébreu ne l'accepterait jamais.
47, oui, en 1947, c'est-à-dire que la guerre s'est produite parce que les Palestiniens, poussés, on peut dire, notamment par la Ligue arabe qui venait de se constituer, a refusé le partage de la Palestine pour une raison. Ils pensaient que la Palestine était une terre arabe, et vous savez, quand on parle de terre arabe, on parle terre islamique. Mm. Ils pensaient que la Palestine ne pouvait pas partager, qu'il y avait Jérusalem, et à partir de là, qu'il y avait une terre où il ne pouvait pas avoir de concession. Il y avait à l'époque un certain nombre de leaders arabes plus conscients, plus réalistes, comme par exemple le futur président tunisien Habib Bourguiba, Mm. qui leur conseillait de reconnaître le plan de partage pour une raison. Certes, ils avaient 45% des terres, alors qu'ils étaient quand même 65% de la population, mais il faut quand même savoir que les 55% des terres israéliennes, aux deux tiers, étaient formées par le désert du Negev, qui était inhabité, qui était Oui. pierreux, d'ailleurs que les Israéliens ont transformé un lieu d'exploitation agricole tout à fait remarquable, et que en plus, avec la démographie, ce plan de partage les avantageait, puisqu'il était prévu quand même un État fédéral au plan international qui aurait pu les avantager. Et en fait, les Palestiniens n'ont jamais conçu les Palestiniens n'ont jamais conçu véritablement, et c'est pour ça que la doctrine du Hamas est en quelque sorte une doctrine palestinienne jusqu'au boutiste, mais elle n'est pas une doctrine qui se détache visiblement de la vision palestinienne. C'est parce que pour notamment les Palestiniens, la Palestine ne se divise pas. C'est une terre d'ailleurs totalement arabe. Et qui dit arabe, vous savez, est islamique. La preuve aujourd'hui, c'est que l'extrême gauche, en effet, qui relaie les revendications des Palestiniens du Hamas, parle de cette Palestine de la mer Haute-Jourdain, c'est-à-dire Oui. d'une Palestine mandataire totalement aux mains d'une Palestine. D'ailleurs, Mm. on note au passage que les Palestiniens ont toujours porté cette revendication. En 1974, lorsque Yasser Arafat monte à la tribune des Nations Unies avec au côté gauche un rameau d'olivier et au Mm. côté droit un Colt 45, à la tribune même des Nations Unies, il part d'une même Palestine où juifs, chrétiens et musulmans pourraient vivre ensemble. Ouais. Ça s'entend très bien que les Palestiniens auraient eu la domination démographique et par conséquent la domination politique, et que juifs et chrétiens auraient terminé comme ils ont terminé dans la quasi-totalité des pays du Proche-Orient, sauf peut-être au Liban, c'est-à-dire en dhimmi, en situation de seconde zone. Ça, c'était la vision palestinienne, et la vision d'une Palestine exclusive aux mains des Palestiniens a toujours été celle, en fait, sous-jacente, implicite des dirigeants palestiniens. Et alors cette vision jusque-boutiste palestinienne, est-ce que elle a évolué avec est-ce que le regard donc de ces puissances arabes autour a évolué sur en tout cas cette vision palestinienne, c'est-à-dire qu'au début rejet massif du monde arabe et puis aujourd'hui peut-être la solution la moins pire serait de l'accepter. Il y a eu bien sûr une évolution. Il y a eu déjà en 1979 les accords de Camp David avec l'Égypte qui reconnaît Israël. Puis ensuite, à la suite des accords de 1993, la Jordanie qui se sent en quelque sorte libérée euh, de la nécessité de soutenir les Palestiniens qui reconnaît Israël en 1914. Et puis il y a également ce coup de semonce diplomatique amené par l'administration Trump, qui sont les accords Abraham. Mm. Ces accords Abraham, qui, il faut le rappeler quand même, amènent Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Maroc et le Soudan à reconnaître le droit à l'existence d'Israël. Et ce n'est pas négligeable. D'ailleurs, on sait très bien que le 7 octobre 2023 est en bonne partie lié au fait de vouloir renverser les accords d'Abraham dans la région. Et alors, tout à l'heure, on parlait des États-Unis. Quelle est la position donc du médiateur américain sur cette question de la solution à deux États? Car en 2007, avec leur conférence d'Annapolis, ils avaient quand même réuni les deux parties. Ils étaient tombés sur une officialisation de cette solution à deux États, mais elle n'avait pas été aboutie, il n'y avait pas eu d'accord à la suite de ça. Et aujourd'hui, on évoque un risque de veto des États-Unis au Conseil de sécurité pour la demande d'adhésion à l'ONU de la Palestine. Donc il y a une sorte d'ambiguïté sur vraiment le géant américain. Oui, c'est-à-dire que les États-Unis, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est déjà, ils ont quand même un mauvais souvenir du vote des Nations Unies, de l'Assemblée générale en 1971 sur la question de Taïwan, notamment lorsque Taïwan a été évincée de l'ONU, hein, que les États-Unis ont dû subir ce vote. D'ailleurs, on notera au passage qu'ils l'ont pas subi très longtemps, puisqu'ils en ont profité pour reconnaître 3 ans plus tard la République populaire de Chine. Donc les choses n'étaient pas si calibrées. Sur la position américaine, on note quand même que l'administration démocrate, l'administration Biden, est quand même une administration
qui n'a pas une politique de soutien absolu vis-à-vis d'Israël. On sent quand même aujourd'hui qu'il y a une pression. Elle s'engage notamment sur ce cessez-le-feu. D'ailleurs, il y a eu une abstention. On ne s'est pas opposé à la résolution. Il y a un certain nombre de tensions quand même entre le gouvernement Netanyahou et l'administration Biden, qui remontent d'ailleurs assez longtemps. Les positions personnelles de Joe Biden n'ont jamais été d'ailleurs des positions, lorsqu'il était sénateur du Delaware, des positions très favorables à Israël. Et le problème des États-Unis, c'est que les États-Unis ne veulent pas se voir dicter, en effet, une position politique qui émanerait de l'ONU. Voilà, ils préféraient que ce soit un accord, nous refaire des accords de Washington, qui sont aujourd'hui, bien sûr, très improbables. Mais vous savez mieux que moi que les États-Unis ont aujourd'hui une pratique diplomatique qui fait en sorte qu'ils laissent de côté le plus possible ce qu'on appelle la gouvernance mondiale. Donc le problème des États-Unis, c'est que ce serait en fait une solution qui passerait par-dessus eux, et ensuite qui amènerait ce fractionnement international visible depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, de l'alignement, puisqu'on a véritablement un alignement des pays aujourd'hui en nombre qui est massif du côté des Palestiniens et non pas du côté d'Israël. Je rappelle quand même qu'à l'ONU, 140 pays sur 193 ont reconnu la Palestine. Ce n'est pas négligeable. La majorité des 2 tiers est déjà acquise à l'Assemblée générale. Seul le verrou du Conseil de sécurité ne permettra pas à cette résolution de passer. Et alors peut-être dernière question car il ne nous reste plus beaucoup de temps. Jérusalem, tout à l'heure on en parlait, est sous contrôle international, mais en 2017, sous l'égide de Donald Trump, l'ambassade américaine a été déplacée à Jérusalem. Est-ce que ça c'était une provocation? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, elle n'est pas sous contrôle international, hein. Aujourd'hui, disons qu'elle est Jérusalem. Vous avez en théorie Jérusalem-Ouest, qui est israélienne, et Est, qui reste dans le territoire de Cisjordanie, même si en effet il y a une colonisation massive, hein, plus de 200 000 colons à Jérusalem-Est. Alors disons que ce déplacement de l'ambassade américaine est plutôt symbolique. C'est-à-dire que Donald Trump a voulu donner un gage à Israël en montrant qu'il suivait sa théorie de Jérusalem, je rappelle, capitale indivisible de l'État d'Israël, hein, tel que ça a été voté par la Knesset dans les années 70. Mais que ce n'est pas véritablement la question essentielle. En sachant, on sait que la question de Jérusalem sera résolue s'il y a un accord visiblement entre Israéliens et Palestiniens, et que c'est une question d'ailleurs qui est extrêmement sensible, notamment pour les Palestiniens, parce que là aussi, il s'agit de la 3e ville sainte de l'islam, et que les Palestiniens ne veulent pas renoncer notamment à la question de Jérusalem, et que dans les pays arabes, notamment islamiques les plus avancés, la question de Jérusalem est toujours portée au premier plan. Merci pour toutes ces précisions, François Costantini. Je rappelle que vous êtes donc géopolitologue, vous êtes auteur d'un ouvrage sur le Liban, Histoire et destin d'une exception en 2017. Merci d'avoir accepté notre invitation et à bientôt.